Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? Objectif 2023, c'est moi revient sur les panels des Nexcop, la société éditrice de Actualité.cd. Ces débats s'est tenu le 23 août 2022 dans la salle Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa grâce à l'appui technique d'Internews, Iris et iFace. Il était placé sous les thèmes « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ?» Pour ce numéro, je vous propose de suivre Daniel Mbaou, député national et rapporteur de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Il expose sur les thèmes « Enjeux stratégiques de la réforme et innovation structurelle de la nouvelle loi électorale ». Bien, merci de la parole. Je m'en vaudrais et ça ferait une omission hautement coupable si jamais d'entrée de jeu, je ne venais pas à remercier les organisateurs pour la pertinence et la qualité de l'organisation de ces panels, qui d'ailleurs est placé sous une thématique à la fois évocatrice et mobilisatrice, à savoir comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale. Et même si il est évident qu'à l'état actuel de la législation en droit positif congolais, il n'existe pas de définition assez tranchée sur ce qu'il faut entendre comme contenu sémantique de la transparence. C'est un concept qui est très disputé en sociologie électorale et en droit constitutionnel africain. Ceci dit, pour être beaucoup plus bref, parce que vous avez entendu, nous ont donné pratiquement 4 minutes, je vais aborder ma thématique sous deux angles. Dans un premier temps, je vais aborder ma problématique sous l'angle des enjeux stratégiques de la réforme. Quels ont été les enjeux stratégiques de la réforme ? Et plus tard, je pourrais faire la déclinaison des innovations structurelles de la nouvelle loi électorale du 29 juin courant. S'agissant des enjeux, évidemment, l'enjeu essentiel de la révision de cette loi électorale a consisté dans les lignes d'exposé motifs, ça apparaît clairement. L'enjeu essentiel, c'est le renforcement de la compréhension et la lisibilité du processus électoral dans la perspective de régler l'épineuse problématique de la crise et de la contestation de la légitimité des institutions et des animateurs. Une problématique un peu, quelque peu, devenue millénaire, depuis 1960 à nos jours. Et donc, la loi électorale s'est proposée de pouvoir construire des réponses adaptées pour pouvoir répondre efficacement à la problématique de la légitimité. Et en sus de ça, la deuxième motivation fondamentale de la loi électorale, c'était de répondre évidemment aux problèmes pratiques constatés lors du scrutin de 2018 d'une part, et d'autre part construire un système électoral cohérent, démocratique et stable, reposant essentiellement sur des dispositions cohérentes. Et évidemment, ça a été le cas. Il y a des questions d'opérationnalisation du scrutin qui ont été réglées à travers cette nouvelle loi électorale, mais en même temps, il y a des questions liées au contentieux. On va s'en déballer dans les minutes qui suivent. Donc, il y a eu des réponses adaptées pour pouvoir répondre à certaines problématiques de fond constatées dans la pratique électorale en République démocratique du Congo. Et donc, cette loi comporte des innovations. Au deuxième point, il va falloir que l'on puisse vous décliner, comme je l'ai dit tout à l'heure en liminaire, les innovations de cette loi. Mais avant d'y arriver, je tiens à noter que la proposition initiale des 13, il y a un membre des 13 ici, comportait initialement 55 avec 18 thématiques. Et après débat général, examen approfondi en commission, ma commission PAJ, et après réexamen approfondi au niveau du Sénat, après rediscussion au niveau de la commission, parce que nous avons voté ces textes en des termes non identiques. Donc il fallait faire une balise, et de sorte que l'on puisse proposer à la communauté nationale un texte de compromis. Et donc, après discussion en commission, nous sommes tombés sur 9 innovations structurelles. Et dans les textes, dans le corps du texte, il y a des articles insersifs, donc qui insèrent de nouvelles dispositions dans l'ancienne rédaction. Il y a des articles modificatifs, il y a également des dispositions abrogatoires et finales. Mais il faut mentionner un fait que l'examen de la proposition des 13 lorsqu'ils nous ont déposé les textes, n'a pas consisté simplement à la suppression des options proposées. Mais aussi, il y a eu évidemment des améliorations
mais il y a aussi eu des propositions et des réécritures. Alors, de manière globale, parce que je vais revenir vraiment dans le jeu des questions-réponses sur des questions précises qui ont fait débat, mais ici, il m'est demandé de faire une déclinaison globale de ce qu'il faut entendre par innovation structurelle renfermée dans cette proposition de loi. De manière globale, il y a eu deux types d'innovations. Il y a eu des innovations apparentes, ça veut dire des innovations qui apparaissent clairement dans l'exposé émotif, et des innovations non apparentes, c'est-à-dire des innovations qui n'ont pas fait objet de mentions expresses dans l'exposé émotif. Au nombre d'innovations apparentes, je vais aller rapidement, si le temps, je suis encore dans le chrono, dans le temps. La grande innovation, c'est l'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. Dans le texte initial, il a été par contre proposé la suppression du seuil de représentativité par son remplacement par un nouveau type de seuil, qu'il convient de qualifier seuil de recevabilité. Après discussion, la Commission a estimé qu'il fallait renforcer les mécanismes de participation et rendre le processus lisible. Parce que l'objectif final de l'élaboration de cette nouvelle proposition de loi était donc la rationalisation de notre système électoral. Nous nous sommes dit, pour rationaliser le système électoral, il est question, évidemment, non pas de supprimer un seuil qui existe, qui est un correctif de la proportionnelle, mais il faut davantage y ajouter un autre seuil, l'introduire pour donner plus de lisibilité, pour donner plus de rationalisation au processus électoral. Et vous verrez que cette innovation apparaît à l'article 22, alinéa 3. Voici comment il est intitulé, il est écrit « Sont irrécevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. » Et cette disposition s'applique aux élections législatives nationales, provinciales, locales et directes. Vous remarquerez, contrairement à l'option initiale, qui a été d'ailleurs portée par l'écriture des 13, évidemment, la dernière écriture de cet alinéa disait que les dispositions de 60% s'appliquaient mutatis mutandis, n'est-ce pas, aux élections provinciales. Et la commission, après examen, nous avons estimé que c'était juridiquement incorrect. À partir du moment où les élections provinciales ne sont pas que des élections législatives. Au niveau de la province, il existe aussi des élections de gouverneurs de province. Il dit de manière globale que cette disposition s'appliquait mutatis mutandis aux élections provinciales. Ça sous-entendrait également les quotas devaient aussi s'appliquer sur le gouverneur. C'est comme ça que nous avons estimé qu'il fallait améliorer l'écriture. Nous avons amélioré l'écriture en la rendant beaucoup plus claire et beaucoup plus intelligente. C'est comme ça la commission PAJ, et qui a été d'ailleurs corroborée par la commission PAJ du Sénat, a estimé qu'il fallait par contre que cette disposition, qu'on dise que cette disposition s'appliquerait aux élections législatives nationales, provinciales, locales et directes. Alors je me rends très disponible pour tout débat quant à ce qui concerne la modification et l'amélioration de cette disposition. Je salue la pertinence des propositions, la proposition des 13, mais évidemment c'était une proposition de 13 collègues et cette proposition a été soumise à l'examen de 500 collègues. Et donc il y a eu rencontre des intelligences, de sorte que au seuil des débats et des discussions, on a pu produire un texte de compromis. Ce n'était pas facile, je dois vous l'avouer, parce que les discussions ont pu prendre de jours et de jours. Les discussions ont pu même absorber toute une session. Pour autant que, bon, vous conviendrez avec moi, la loi électorale est un texte généralement de compromis. C'est aussi un texte qui n'a pas été toujours innocent. À partir du moment où il y a trop de suspicions qui ont toujours marqué ces textes. Je dois vous avouer aussi qu'il y a eu des intenses débats parce que la société civile, lors de la discussion, s'opposait à la société politique. Et la société politique s'opposait entre elles, l'opposition, la majorité. Et la majorité même s'opposait entre elles parce que les députés discutaient sur leur survie politique. La nation congolaise discutait sur leur lendemain, sur son lendemain. Et donc ça devait prendre le temps que ça a pris. Et dedans, vous trouvez même au sein de la majorité des hommes et des femmes centrés dedans, pour des petites incises, même pour la place et la formulation d'une virgule. Pourquoi cette virgule?
Et donc, ça nous a absorbé tout le temps, de sorte qu'aujourd'hui, je crois, l'honorable Denis, c'est ça, va me corroborer, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, a accumulé des arriérés législatifs. Simplement parce que tous les regards sont focalisés sur la loi électorale et tout le monde tient à ce que les élections soient tenues à bonne date. Et nous nous sommes dit que l'Assemblée nationale ne pouvait pas suivre les caprices des boudeurs. Parce que quand j'étais en dehors de l'Assemblée nationale, j'ai constaté aussi avec aigreur toutes ces boudes. Et j'en trouvais des justifications. Mais lorsque je suis entré au sein de l'Assemblée nationale, j'ai pu comprendre le sens de chaque discussion et de chaque posture, de chaque positionnement. Pourquoi les 13 ont claqué la porte? Il y a une motivation fondamentalement technique, mais il y a aussi un objectif politique latent. Mais pourquoi l'opposition ne veut pas participer au débat? Mais évidemment, il y a une posture technique, mais derrière cette posture technique, il y a également un positionnement politique. Ils sont dans une vision glycistique. Ça veut dire, justement, ils veulent nous embrigader dans les glissements de sorte que le pouvoir puisse s'enfermer dans une espèce d'usure. Vous le savez que le pouvoir a horreur de l'usure. Ils savent qu'aussitôt que nous dépassons les délais constitutionnels, il y a une disqualification systématique et holistique. Et donc, la discussion s'est déroulée dans cette atmosphère-là. Des contradictions, des reniements, et voire même des contrariétés impossibles. Il y a des gens qui étaient prêts même à se battre pour des dispositions. Et même des dispositions que vous minimisez, j'arrive. La suppléance familiale, je crois que l'honorable Sessanga y reviendra. Il y a un député qui était prêt à nous administrer des coups, parce que nous étions d'accord avec les 13 qu'il fallait supprimer la suppléance familiale, alors qu'il revenait de l'hôpital empoisonné par son suppléant. Regardez des considérations à la fois d'ordre psychologique, sociologique, affectif, des dynamiques multiples et complexes qui animent parfois l'élaboration de cette loi, et ce n'est pas facile, mais ce qui est dommage, en fait de compte, la majorité est toujours mise à la sellette. Ils sont responsables d'être rédacteurs ou rédactrices d'une mauvaise loi électorale. Or, quand vous demandez à l'opposition, qu'est-ce qui est une bonne loi électorale? Elle vous dira, une bonne loi électorale, c'est celle qui me fait gagner. Vous demandez à la majorité, qu'est-ce qu'une bonne loi électorale? Elle vous dit, c'est celle qui me fait gagner. À la société civile, c'est celle qui fait participer le plus de non-politiques dans le processus électoral. Donc, regardez un peu ce foisonnement de considérations, et nous sommes tombés sur un texte de compromis. Ce n'était pas facile. Et donc, dans le mécanisme d'essai, j'y reviens, l'objectif, c'était d'apporter un correctif. Parce que les 13, si jamais on veut aller dans ce sens-là, ils ont fait une proposition de suppression de la proportionnelle par son remplacement par le système majoritaire. Je n'entre pas dans le débat. Je remets mes gants entre mes mains. Je reviendrai dans le débat si jamais on ouvre ce débat sur le choix de la proportionnelle ou le choix du système majoritaire. Mais entre-temps, je note par ailleurs que l'Assemblée plénière avait décidé que l'on puisse basculer, qu'on puisse maintenir le système proportionnel avec des types de seuils. Et l'Assemblée plénière a donné des justifications. J'ai entendu dire dans la cité, je crois que vous l'avez entendu, que la majorité a comploté contre la République. En ce que la majorité a ajouté un autre seuil qui est une espèce de guillotine. Alors que beaucoup de gens n'ont pas suivi les débats. Pourquoi on a maintenu ces seuils? Parce que les initiateurs ont dit que nous voulons rationaliser. On ne peut pas rationaliser en laissant l'ouverture à l'émiettement de suffrages. On ne peut pas non plus rationaliser en favorisant la sous-représentation des partis politiques sur la scène électorale et sur la scène parlementaire. On ne peut pas rationaliser en élaborant une loi électorale qui va avoir l'impact sur la mise en place du gouvernement. Parce que si vous ne rationalisez pas, vous êtes en face d'un Parlement qui regorge plusieurs formations politiques avec des visions controversées. En 2006, vous savez que la deuxième force politique dans ces pays, c'était les indépendants, 115 indépendants. Et donc, pour former un gouvernement, vous devez négocier avec 150 ayatollahs.
150 partis politiques pour former un gouvernement de 40 personnes. Et donc la rationalisation, c'est aussi une technique de purge, de filtre, d'aseptisation du cadre institutionnel. Parce qu'en réalité, le choix du mode de scrutin influe non simplement sur les résultats des élections, mais aussi sur le type de représentation que vous souhaitez. Pourquoi on est tombé sur ce seuil ici? Parce qu'on veut une représentation éclairée et homogène, pas une représentation émiettée. On veut bien, la majoritaire peut produire la bipolarisation, mais quel type de bipolarisation? Dans quel pays? Un pays au bord du statocide. Alors, il faut réfléchir sur toutes ces considérations-là. Et donc, l'Assemblée nationale a retenu comme avantage pour ce seuil, l'Assemblée nationale a retenu comme avantage que ce seuil avait pour point positif la réduction du nombre de partis politiques. Déjà, avec le seuil de représentativité, nous sommes partis de 470 partis politiques pour 77 regroupements. En 2006, nous avions 115 indépendants. Les indépendants constituaient la deuxième force politique. Et en 2018, il n'y en a eu aucun avec le seuil. Donc, aucun indépendant n'a été élu. En 2006, nous avons enregistré 9 709 candidatures. En 2018, nous avons fait le double, 18 864, parce qu'il n'y avait pas de seuil. Soit une progression de 94,3%. Et en 2018, nous sommes tombés un peu plus bas, à 18 864, et soit à 15 000 plutôt, 358, soit une réduction de 18,6%. Et donc c'est une progression qui va s'inscrire dans la durée. La deuxième grande innovation, c'est la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes. Ici, il s'agit de l'article 13 qui a été touché. Et donc, désormais, la liste qui aligne 50% au minimum de femmes dans une circonscription est exemptée du paiement du cautionnement. C'est une mesure incitative qui s'inscrit dans la logique de l'article 14 de la Constitution et qui participe à l'encouragement des femmes à participer massivement à la joute électorale. Troisième innovation, l'Assemblée nationale et le Sénat ont retenu la proposition des 13 en entier, qui consistait à dire qu'il faut désormais distinguer les inéligibilités définitives pour des crimes graves, c'est-à-dire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et celles temporaires, c'est-à-dire que des crimes qui portent sur des préventions des droits communs. Désormais, dans notre pays, si vous avez été condamné pour des crimes gravissimes, comme les crimes contre l'humanité, vous perdez à vie votre droit d'éligibilité. Et grâce à la modification de cette disposition, nous avons récupéré certains acteurs essentiels majeurs qui ont été surclassés par des décisions justicides et démocraticides de la Cour constitutionnelle. Quatrième innovation, nous avons défini les régimes exhaustifs pour le vote électronique. C'est-à-dire que nous avons à 90% maintenu la proposition des 13. Parce que moi, je vais le dire, je ne vais pas prendre l'engagement d'affirmer ici que je suis partisan du vote électronique. Je l'ai dit déjà d'entrée de jeu que je n'ai jamais aimé le vote électronique, mais j'ai été carrément surpris d'apprendre que les 13 proposaient un régime légal exhaustif pour organiser le vote électronique. Et j'étais aussi étonné de constater que l'Assemblée nationale et le Sénat mordaient à l'hameçon. Et donc désormais, en République démocratique du Congo, on a 3 types de votes. Ça ne découle pas de la commission PAJ. Ce sont des options qui ont été proposées par des collègues des 13. Désormais, le vote peut s'effectuer au moyen d'un bulletin papier, ou le vote peut s'effectuer au moyen d'une machine à voter, mais avec des bulletins pré-imprimés, ça il s'agit du vote semi-électronique, ou le vote peut être carrément dématérialisé et le comptage est automatisé à l'aide d'un dispositif automatique. Donc désormais, en République démocratique du Congo, la CENI fera le choix sur l'utilisation de ces 3 modes de votation. C'est vraiment une innovation majeure. Mais je l'ai dit
Innovation des 13 parlementaires. Des 13. Quatrième et cinquième innovation. Il vous reste 1 minute, honorable Daniel Mbao. Bon, il y a eu 9 innovations. Je vais très rapidement passer pour le reste des innovations. Il y a une obligation pour la CENI, par exemple, d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau de tout le centre de population. Mais il y a également l'obligation pour la Commission nationale indépendante de publier tous les résultats des votes, bureau de vote par bureau de vote, sur le site de la CENI. Il y a également l'obligation pour la CENI de publier la cartographie électorale. Ça aussi, c'est un débat, on y reviendra, 30 jours avant le début de la campagne. Les 13 ont proposé la publication du calendrier électoral, la cartographie, avant la publication du calendrier. Mais la Commission a estimé à bon droit qu'il fallait par contre inverser. On ne peut pas publier la cartographie qui est un élément structurant du calendrier électoral de manière très opérationnelle avant le calendrier lui-même qui le porte. Et qui donc, désormais, ça c'est l'innovation de la Commission, la cartographie devient un principe. On la publie 30 jours avant le scrutin pour permettre aux partis, à toutes les parties prenantes au processus électoral, d'en prendre connaissance. 9e obligation, c'est l'obligation, innovation, l'obligation pour la Commission nationale indépendante d'assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux avant le traitement du contentieux électoral. Alors je vais conclure en relevant 3 petites innovations qui sont pas reprises dans l'exposé des motifs du texte. Il y a par exemple l'innovation qui est portée à l'article 79 bis, qui est une disposition insérée. Cette innovation porte sur la pénalisation des activités politiques des agents de la CENI. Il est désormais proscrit aux agents de la CENI de participer soit directement ou indirectement aux activités partisanes. Et quiconque s'en rendrait coupable s'exposerait à une peine allant de 30 à 90 jours et d'une amende qui partirait de 1 million à 10 millions. Deuxième grande innovation, qui n'apparaît pas dans l'exposé des motifs, c'est la limitation impérative du délai des recours. Ça, c'est très important, parce qu'il vous souviendra que l'article 74, lors de contentieux passés, a été très mal interprété par les juges de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État, qui ont largement dépassé les délais impartis pour le traitement du contentieux électoral. De sorte que nous sommes tombés sur des invalidations justicides et même sur une procédure exceptionnelle qui, ma foi, ne devait pas se passer comme elle s'est passée, la procédure d'erreur réelle. Alors, en termes d'innovation, nous avons proposé ceci, que le délai doit rester impérativement de 2 mois, le délai d'examen du contentieux. Passé ces délais, les résultats provisoires publiés par la Commission nationale indépendante sont réputés définitifs. Et donc, c'est une épée de Damoclès suspendue sous le cou de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle ne fait pas diligence dans le délai de 2 mois, et même les invalidations qui ont été enregistrées sont réputées non advenues. Et que donc, pour garantir le droit acquis, nous avons estimé qu'il fallait impérativement limiter les délais pour empêcher à la Cour constitutionnelle de verser dans les errements. Et en fin de compte, le vrai débat sur la surveillance électorale. La Commission a estimé que désormais, à la fin des opérations électorales, les présidents des bureaux de vote sont tenus de mettre à la disposition des représentants, ça veut dire des témoins, des candidats et des partis politiques, des procès-verbaux. Et c'est impérativement. Voilà, somme toute, l'économie générale, parce qu'il m'a été demandé de vous brosser l'économie générale de la réforme. Et je me laisse évidemment à votre disposition pour la salve des questions-réponses. Je vous remercie. Ce panel a été organisé par Kinshasa News Lab, initiative de Nexcope, la société éditrice de Actualité.cd.
On se retrouve la semaine prochaine.